Près de l'Alcazar, la tour de l'Or a été longtemps un poste de péage pour les bateaux chargés des richesses de l'Amérique. En effet, Séville connut la grandeur par les voies détournées d'un des plus grands événements mondiaux, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et son histoire est liée à celle de l'Andalousie. En fait, tout commença à une centaine de kilomètres à l'ouest de Séville, dans le petit port de Palos de la Frontera. C'est d'ici que le 3 août 1492, Christophe Colomb s'enfonça dans l'inconnu. Au bout du voyage, la découverte du Nouveau Monde, mais à l'époque, ni lui ni personne ne connaissait l'existence des Amériques. Il s'agissait de relier par l'ouest Cipango, nom fantaisiste du Japon, Cathay, la Chine et surtout les Indes, et d'en rapporter des monceaux d'or. Colomb était venu chercher de l'aide au monastère de la Rábida. Ce couvent était, et il est toujours, tenu par les franciscains. Il y avait un allié, le prieur, également confesseur de la puissante reine Isabelle de Castille. Comment était Christophe Colomb? On n'a de lui que des portraits figurés, peints après sa mort. Le plus vraisemblable étant ce médaillon de terre cuite. Il est né en Italie, à Gênes, en 1451, fils d'un cardeur de laine. Il a été mousse, marin. Il a beaucoup navigué. Il vit un pied dans le Moyen-Âge et l'autre dans la Renaissance. Il croit dur comme fer que la Terre est ronde, quand à l'époque on affirme qu'elle est plate, mais il trouve tout à fait normal de voir des sirènes nager devant son bateau. La Terre et les océans étant peuplés d'êtres étranges. Curieux homme, car il n'en est pas moins habité d'une foi chrétienne authentique. Il s'est placé sous la protection de la Vierge des marins. Il lui voue un culte sincère, total. D'ailleurs, tout son équipage croit fermement à des messages divins. Exemple, des météorites tombent à quelques milles des Caravelles. Panique, le ciel adjure de s'en retourner immédiatement en Espagne. Colomb évitera de justesse une mutinerie. Retour au monastère de la Rábida. Avec le prieur, Colomb a longuement déambulé dans ce cloître, peaufinant son projet qui vient d'être rejeté par le roi du Portugal. Ils ont mangé ensemble dans ce réfectoire. Ils ont prié dans cette chapelle, probablement devant ce crucifix qui est d'époque. Maintenant, il s'agit de séduire la reine Isabelle de Castille. Isabelle est une souveraine de caractère. C'est une grande politique, à la fois catholique austère. Elle se fera enterrer vêtue de la robe de bure des franciscains. La rencontre a lieu près de Grenade. Elle hésite à patronner le projet de Colomb. Il insinue qu'il va le proposer à Paris, au roi Charles VIII, et il se retire. La découverte de l'Amérique aurait donc pu être française. Non, car la reine se ravise. Elle envoie un courrier à cheval qui rejoint Colomb sur ce pont. Il est en route vers la France. Le pont n'a pas changé depuis cette époque. Il est situé à Pinos Puente, à 18 km de Grenade. On signe les fameuses capitulations de Santa Fe. C'est une sorte d'ordre de mission qui officialise le voyage et nomme Colomb amiral de la mer Océane. Et aussi la Real Cédula. Elle donne à Colomb 2 caravelles. La reine Isabelle a signé à droite, le roi Ferdinand, son mari, à gauche. La signature de Colomb vaut un commentaire. Si le sens des premières lettres reste obscur, Christo Ferens signifie « porteur du Christ ». Colomb ne doute de rien. Il pense convertir l'empereur de Chine et le convaincre de financer une croisade
pour reprendre Jérusalem aux musulmans. Ce rêve fou donne la mesure de ce visionnaire. Ce sont des documents émouvants que nous avons eu le bonheur de filmer aux Archives des Indes de Séville. Ils ont non seulement changé le monde, mais la vie de chacun de nous. Coût de l'expédition, 2 millions de maravédis. Cela fait environ 76 220 000 €. Selon le coût de la construction actuelle, cela représente en moyenne 8 km d'autoroute, pas plus. Franchement, c'est une somme dérisoire pour une telle découverte. Il s'agit maintenant de rassembler les bateaux. 2 sont fournis sur ordre royal par le port de Palos de la Frontera, la Pinta et la Niña, 22 mètres de long environ. La Santa Maria appartient à un armateur, et c'est un bateau plus puissant, portant plus de marchandises mais plus lourd, moins rapide, moins agile que les 2 autres. C'est le navire amiral. Les voici reconstruits à l'identique. Nous montons à bord de la Santa Maria. 40 hommes devaient vivre sur 90 mètres carrés, y manger et y dormir. La foule. Cela fait 2 mètres carrés 25 par personne. La promiscuité étouffante. On dormait sur le pont ou dans les coursives, tout habillé, enveloppé seulement d'une couverture. Christophe Colomb, lui, avait un lit dans le château arrière et une table sur laquelle il prenait aussi ses repas avec le médecin, le chirurgien, l'apothicaire, avec le maître du bord, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa est propriétaire de la Santa Maria. Il la perdra d'ailleurs le 25 décembre suivant, sur la côte haïtienne, échouée la nuit par la négligence d'un mousse qui était de veille mais qui dormait. Elle ne pourra être dégagée. Juan de la Cosa rentrera en Espagne et repartira. En véritable aventurier, sa fin sera tragique. Il mourra criblé de flèches par les Indiens en Colombie en 1510. Le vaisseau amiral perdu, Colomb rentrera en Espagne sur la Niña. La Niña, la voici. Il aime cette caravelle rapide et souple à barrer. 25 hommes à bord et aussi peu de place. Avec les 40 hommes de la Santa Maria et les 25 de l'autre caravelle, la Pinta, ils sont 90 dans cette extraordinaire entreprise. Les marins ont entre 20 et 40 ans. Les mousses, entre 17 et 20 ans. C'est un ordre royal. La discipline était très dure. La mutinerie était punie, évidemment. Punis aussi les jurons, les blasphèmes. Quant à l'homosexualité, appelée alors péché contre nature, ce pouvait être la mort. Par ordre royal également, il s'était confessé avant d'embarquer. Pour aller plus avant dans l'intimité de l'équipage, parlons maintenant de la nourriture, un point capital. Chaque matin, le magasinier distribuait les rations. Du poisson salé, du jambon, des légumes, pois chiches, ail, piment, et aussi des châtaignes, des figues sèches. 690 grammes de biscuits, exactement. De la viande le jeudi et le dimanche seulement. Déjeuner à 11 h, dîner juste avant le coucher du soleil. Un seul repas chaud par jour, cuisiné sur ce minuscule foyer. 1 litre de vin, qui a l'avantage de mieux se conserver que l'eau douce. D'ailleurs, l'eau était trop précieuse pour se débarbouiller, et interdiction de laver du linge. On vivait dans la crasse, ce qui entraînait des maladies de peau exacerbées par une invasion permanente de poux et de puces. Cette eau était très vite pourrie, dysenterie, gastro-entérite. L'absence de vitamines créait le scorbut, on mourait. Le cadavre était aussitôt jeté à la mer, et on n'en parlait plus. Mais voilà qu'après 36 jours de mer depuis les îles Canaries, voilà que le miracle se produit. Nous sommes le 12 octobre 1492. Il est 2 heures après minuit et il y a un marin qui veille. Et voilà que ce marin a vu. Haletant, il écarquille les yeux car il n'y croit pas encore. Et il voit, et il hurle « Terre !» C'est un cri de triomphe.
C'est un cri émouvant. Terre, terre! De ce marin, on ne sait à peu près rien, sinon son surnom, Rodrigo de Triana, un faubourg de Séville. La terre qu'il vient de désigner n'est pas le continent souhaité par Colomb. Les Indiens l'appelaient Guanahani, situé dans l'archipel des Bahamas. Rodrigo, qui a été le premier à la voir, a droit à une prime de 10 000 maravédis, mais Colomb s'en emparera, prétendant faussement qu'il a vu la terre avant lui. Après ce voyage, le marin honteusement dépossédé réembarquera et mourra dans les Moluques, là-bas, au bord de l'océan Pacifique, sans savoir jamais que son cri superbe a ouvert les portes du monde moderne. Après avoir découvert d'autres îles, Haïti, Cuba, Colomb rentre en Espagne. C'est le triomphe. Et les rois catholiques lui accordent un blason. Honneur exceptionnel, il peut y inclure leurs armes, avec plus tard la fameuse devise « Pour le royaume de Castille et le royaume de Léon, Christophe Colomb découvrit l'Amérique. » Et il repartira. Un deuxième voyage. Un troisième. Un quatrième. Et toujours pas de continent asiatique. Et pas de monceau d'or tant espéré par la couronne. Sourdement, on l'en rend responsable. C'est le déclin. On lui retire nombre d'avantages promis. Trahi, épuisé, malade, il meurt à Valladolid le 20 mai 1506. Il a 55 ans. Lui non plus ne saura jamais qu'il a découvert l'Amérique.